Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Qu'est-ce qui s'est passé sur les cryptos? C'est quoi cette histoire de Bitcoin qui fait semblant de partir et qui finalement revient? Bah écoutez, on va en parler, on va voir si c'était le bon moment, donc cette semaine, pour pouvoir entrer le fameux premier trade là qu'on attendait tous pour pouvoir initier une position et surfer le fameux cycle haussier des cryptos. On va voir comment s'organiser maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surveiller. Donc ça, ce sera dans la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer un cas pratique sur une action et c'est typiquement le genre d'opportunité graphique que vous devez voir et identifier sur le marché des cryptos pour pouvoir entrer en position. Donc j'espère que entre cette première partie de vidéo et la deuxième partie de la vidéo, vous ferez la connexion et que ça vous permettra justement de comprendre ce qu'il faut avoir pour entrer en position. On est parti. Allez, un trader mindset d'actualité cette semaine puisque l'on va faire référence plus ou moins indirectement d'une certaine cathédrale qui a pris feu. Donc c'est parti pour le trader mindset de cette semaine. Alors, ces trois hommes font le même métier, mais une galaxie les sépare. Donc on va parler de l'anecdote d'un homme qui passe devant une cathédrale, il croise trois ouvriers qui sont occupés à tailler des pierres. Et du coup, il leur demande l'un après l'autre ce qu'ils font. Et le premier ouvrier, avec un visage qui est grimaçant, qui est triste, qui est marqué par la douleur de son activité, lui répond « C'est un métier terrible, on ne gagne pas d'argent, on a mal aux mains, je ne souhaite à personne d'être à ma place. » Bon, l'homme se dit « Ok, ça n'a pas l'air très sympathique comme métier. » Du coup, il pose quand même par curiosité la question au deuxième, qu'est-ce que vous faites? Et le deuxième lui répond avec un air beaucoup plus enjoué et satisfait et assez nonchalant. Eh bien, je taille des pierres en plein air, donc je ne suis pas si mal que ça comparé à d'autres qui travaillent dans les mines ou entre guillemets dans les bureaux sous des néons. Et je ne suis pas riche, mais je gagne suffisamment d'argent pour nourrir mes enfants. L'homme se dit « Ah, ok, donc ces deux personnages font le même métier, mais apparemment, il y en a un qui le vit quand même un petit peu mieux que l'autre. » Et puis, du coup, il se dit « Bon, je vais quand même demander au troisième ce qu'il fait. » Et le troisième lui répond avec un sourire radieux et inspiré « Vous le voyez, je suis en train de bâtir une cathédrale, monsieur. » Ces trois hommes pratiquent exactement le même travail au quotidien, pourtant chacun l'expérimente dans un monde à part. C'est vraiment quelque chose qui... je vais vous faire un parallèle avec une autre petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un prisonnier qui se sent libre dans une cellule de 9 mètres carrés. Et vous allez voir comment ces deux petites histoires s'imbriquent l'une dans l'autre. Donc c'était un jour, je regardais la télévision et j'entendais l'interview d'un détenu qui expliquait qu'il se sentait bien plus libre dans sa petite cellule de prison que lorsqu'il était libre, en état de liberté, entre guillemets, dans son quartier. Donc même si je comprenais son message, ce qu'il voulait dire par là, je n'ai jamais réussi à élever mon niveau d'empathie pour véritablement internaliser ce que ce détenu ressentait. C'était beaucoup trop éloigné de ma conception du monde que de se dire « Ok, je suis enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés, j'ai pas de soleil, j'ai pas de surf, je peux pas respirer, je peux pas profiter de la nature. Comment est-ce qu'on peut se sentir libre dans de telles conditions physiques ?» Je me disais, c'est quand même très difficile. Je comprends que cet homme se sente moins assailli par toutes les énergies quand il est en liberté dans les quartiers dans lesquels il habite, où finalement il ne se sent pas vraiment en liberté alors qu'en prison personne ne l'embête, du coup il se sent beaucoup plus libre, mais quand même. Donc j'ai jamais réussi vraiment à élever mon niveau d'empathie à ce point-là. Par contre, la petite anecdote des trois tailleurs de pierre, elle porte en elle le même message que ce prisonnier. La puissance qu'un homme alloue à sa vision du monde est déterminante sur ce qu'il va lui arriver dans sa vie. Et c'est là où se croisent justement les deux petites anecdotes de ce trader mindset. Est-ce que vous participez à ce phénomène destructeur pour notre civilisation? Donc ça va être la question que je vais vous poser maintenant. Vous voyez, on vit dans une époque où nous essayons de changer le monde qui nous entoure. On regarde
partout autour de nous, et puis on se met à crier fort, on pose des actes parfois violents, on condamne de manière de plus en plus fort ceux qui nous considérons comme les responsables de tout le malheur de l'espèce humaine, et pourtant rien ne change. Du coup, quel est notre réflexe? Eh bien, notre réflexe, c'est d'augmenter l'intensité et de nous radicaliser dans nos interventions, dans nos actes et dans nos pensées pour toujours essayer de changer le monde qui nous entoure. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est mais s'il suffisait juste d'arrêter de chercher la solution à l'extérieur de soi? Et si la solution pour changer le monde qui nous entoure était tout simplement à l'intérieur de nous-mêmes? Donc la marche d'escalier sur laquelle nous sommes actuellement, nous sommes tous en train de gravir, de gravir, de stagner ou de descendre sur notre escalier de vie. Eh bien, le niveau et la marche sur laquelle nous sommes actuellement, en réalité, elle n'a pas vraiment d'importance. Que l'on soit SDF ou PDG, le plus important, c'est pas de se comparer aux autres, c'est de se comparer à soi-même sur son propre référentiel de progression. Ce qui compte véritablement, c'est l'état d'esprit avec lequel nous allons générer la suite du mouvement de notre vie. Et cette fameuse vision de la cathédrale, vous savez, du fameux troisième tailleur de pierre qui, lui, ne voit pas la pénibilité de son travail, il ne voit pas l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas pour nourrir sa famille. Lui, ce qu'il voit, c'est quelque chose de grand. Il est en train de construire et de bâtir une cathédrale. Eh bien, cette fameuse vision que l'on décide d'adopter, que l'on décide de prendre et d'être insufflé, d'être inspiré au quotidien par cette vision, eh bien, elle va directement déterminer nos conditions de vie présentes et futures. C'est une chose sur laquelle nous sommes au contrôle puisque c'est notre monde intérieur. Du coup, eh bien, vous me voyez venir, mais celui qui dépense tout son temps et son énergie à vouloir se changer soi-même, à l'image du monde dans lequel il aimerait vivre, eh bien, a une force d'impact qui est stratosphérique comparé à celui qui cherche à changer directement le monde qui l'entoure en tapant sur tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Pourquoi? Parce que celui qui essaie de changer le monde extérieur, il n'est au contrôle de rien. Il a beau taper aussi fort qu'il le voudra, c'est pas lui qui va contrôler par la pensée. Il va pas faire c'est pas un marabout, Il va pas contrôler par la pensée, par la télépathie, les gens qui l'entourent. Au mieux, il va peut-être les influencer à son petit niveau, mais c'est pas, il va pas agir sur des leviers qui seront intéressants. Alors que en travaillant sur son monde intérieur, sur sa propre vision du monde et en adoptant des comportements et des actes qui sont alignés avec le monde qu'il aimerait voir à l'extérieur, là, il est au plein contrôle, il est à 100% du contrôle de sa vie en travaillant sur cette vision. Du coup, on va repartir maintenant sur les marchés financiers et la bourse. Transformer sa vision de la bourse revient à transformer ses propres conditions de vie futures. Vous le voyez, la différence entre le tailleur de pierre qui construit sa cathédrale et qui est inspiré, qui a un sourire radieux et qui vraiment met du cœur à l'ouvrage, et celui qui est grimaçant et qui est probablement en train de contracter une maladie tellement il est mal dans sa peau parce que sa vision l'enveloppe complètement d'une énergie négative et destructrice. Eh bien voilà, on a vraiment deux visions complètement opposées, et en bourse, ça va être exactement pareil. Donc encore une fois, la plupart des investisseurs attaquent la bête, la bourse, avec le mauvais angle. C'est-à-dire que pour investir, ce qu'on pense, c'est qu'il faut comprendre l'économie et donc être capable d'anticiper ce qui va arriver sur les marchés financiers. Il faut aussi avoir de bons tuyaux ou les bonnes informations. Ça, c'est ce que pense la majorité des gens. Et enfin, il faut être capable de garder son sang-froid pour ne pas lâcher prise, pour ne pas lâcher ses positions pendant les crises économiques. Donc, vous voyez que ces trois choses sont vraiment des croyances populaires. Vous pouvez demander à qui vous voulez autour de vous qui n'a jamais pratiqué la bourse en essayant de comprendre vraiment les mécanismes de ceux qui réussissent sur cette thématique, ils vous ressortiront systématiquement ces trois fausses croyances. Et pourtant, aucune de ces croyances permet de correctement investir en bourse, car
être économiste ne permet pas de lire l'avenir. C'est-à-dire que si vous êtes super bon en économie, c'est pas pour autant que vous allez savoir ce que vont faire les marchés financiers. C'est la seule façon d'anticiper ce que vont faire les marchés financiers, c'est d'avoir le super pouvoir de voyager dans le temps. De la même manière que les bons tuyaux, ils n'existent pas. Vous pouvez regarder dans les journaux financiers, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez m'écouter moi parler. Un bon tuyau, ça n'existe pas. Encore une fois, personne n'a de machine à voyager dans le temps. La seule façon qu'il existe d'investir en bourse, c'est avec une approche probabilistique et de risque, de money management. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien d'investir en bourse. Et troisième chose, enfin, c'est que bien les crises n'existent pas quand on a un portefeuille qui est équilibré. Donc si vous décidez de l'idée, c'est pas forcément de spéculer en bourse, mais ça va être de créer un portefeuille qui est équilibré. Eh bien, vous allez voir ce portefeuille qui va monter régulièrement d'année en année et qui ne baissera quasiment pas pendant les crises économiques. Donc, du coup, la croyance qu'il faut absolument garder son sang-froid pendant les crises économiques, eh bien, cette croyance implique que l'on est en train de se faire littéralement dérouiller sur les marchés financiers et qu'on a un portefeuille qui baisse de moins 50, moins 60, moins 70% et que là, vraiment, on est tellement stressé que seuls les investisseurs qui sont capables de garder leur sang-froid pourront résister à cette crise économique. Mais si tout simplement on bypass cette problématique, que notre portefeuille, au lieu de baisser de moins 70%, il baisse à un moment très précis de moins 5, moins 10% et que à la fin de l'année, il termine neutre ou positif, au final, est-ce qu'on a besoin d'être capable de garder son sang-froid? Non, on n'a même pas besoin de se retrouver face à notre sang-froid. Voilà, on ne subit pas la crise économique. Donc là, encore une fois, c'est une fausse croyance. Quand on sait investir sur les marchés financiers, on ne se retrouve pas dans des situations indélicates où nos émotions sont capables de prendre le contrôle sur nous. Donc pour cela, je vous ai préparé une série de vidéos dans laquelle vous allez apprendre à reprogrammer votre vision de la bourse et sur ce qui fonctionne véritablement. Donc pour recevoir cette série de vidéos, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça s'appelle, la série de vidéos est consacrée au portefeuille bon père de famille. Vous allez voir, il y a aussi plein de fausses croyances sur le type d'action qu'il faut acheter, sur les comportements qu'il faut avoir, etc. Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous livrer l'un des meilleurs modèles de portefeuille boursier au monde. Je vais vous apprendre à le construire par vous-même. C'est entièrement gratuit. Il suffit simplement de le copier, de l'actualiser une fois par an, sans connaissance économique ou boursière particulière. Et vous allez découvrir dans cette série de vidéos son incroyable stabilité et la régularité de ses gains à travers le temps. Cette série de vidéos, si vous ne connaissez pas bien la bourse, si vous n'êtes pas bien familiarisé avec la bourse, c'est un véritable game changer. Donc c'est vraiment, ça va complètement vous mettre une énorme, vous allez vous prendre une énorme claque. Et voilà, pour tous ceux qui ont toujours eu peur de construire une cathédrale via la bourse et plutôt de rester sur le premier ou le deuxième tailleur de pierre et de jamais adopter la bonne vision, celle de la cathédrale, celle de bâtir quelque chose de grand et de gros avec les bons principes, eh bien là, en principe, cette série de vidéos va vous permettre d'adopter la vision de la cathédrale sur les marchés financiers. Le lien est en descriptif. On se retrouve juste derrière. Analyse du marché des cryptos, on est parti donc pour le Bitcoin. Regardez le Bitcoin depuis 1, 2, 3 et même 4 semaines. Il bute sur cette résistance majeure en hebdomadaire qui est bien la zone de polarisation entre le bull market, un probable nouveau bull market et bien l'état de range ou de bear market, de marché baissier. Donc on va aller voir en journalier, on va faire un zoom pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous l'aviez vu, les semaines précédentes, je vous avais expliqué qu'il nous fallait une tasse avec une anse. L'anse ne s'est pas formée, on a directement cassé. C'est une cassure qui n'a pas été d'ailleurs validée par une continuation de mouvement. On est tout de suite revenu à l'intérieur de cette tasse et anse. Ça veut tout simplement dire qu'il va falloir avoir une figure beaucoup plus longue dans le temps et qui soit beaucoup plus mature de manière à vraiment avoir une belle consolidation. Hop, j'essaie de vous dessiner ça comme ça. Allez, voilà. Voilà. Donc dans l'idée c'est ça, pour digérer toute cette hausse là en sortie de large base, pour la digérer, il va falloir qu'on prenne bien tout simplement le temps
qu'on construise idéalement voilà, ce genre de choses, hein, une sorte de triangle et la cassure. Donc en principe, pendant le mois de mai, hein, on devrait avoir la continuation de cette consolidation. Donc bien entendu, hein, soit on casse par le haut et c'est le fameux signal qu'on attend tous pour une potentielle prise de position, pour surfer la vague haussière du nouveau cycle de hausse potentiel sur le marché des cryptos, soit on casse par le bas et auquel cas, eh bien, on est reparti, on reste dans l'hiver, dans le printemps en tout cas des cryptos. Donc vous allez voir que sur l'Ether c'est pareil, donc je vais passer en hebdomadaire. Donc en hebdo, hein, on est là sur l'Ethereum, on reste loin hein, de la zone de polarité hein, qui nous permet d'entrer dans le nouveau rallye, dans le nouveau cycle de hausse sur les cryptos. Hein. On ne l'a pas encore dépassé en hebdomadaire et en journalier. On voit que la consolidation, nous ce qu'on espérait, hein, c'est avoir une petite consolidation là autour du pivot et que ça casse par le haut. Là, la volatilité reprend, donc tout simplement, on aura probablement une consolidation qui sera plus longue dans le temps, quelque chose qui devrait ressembler à ça. En tout cas, en cas de scénario haussier. Hein. Donc voilà, on devrait avoir quelque chose qui se stabilise et là, idéalement, hein, la cassure pour une fameuse potentielle prise de position et si on casse par le bas, un retour sur l'hiver des cryptos sur l'Ethereum. Donc je repasse hein, en hebdomadaire, vous voyez, hein, le plus important c'est vraiment de passer cette zone. Et enfin, l'IOS, hop, l'IOS lui, il n'a pas réussi à franchir, hein, pareil que sur le Bitcoin, hein, cette fameuse zone de polarité, on ne l'a pas franchi, là cette semaine même on a baissé, donc ça veut simplement dire que la consolidation, elle va être un petit peu plus longue dans le temps si le scénario haussier eh bien, se confirme. Voilà, on devra avoir quelque chose qui s'apparente en avantage à ça. Donc une grosse tasse avec anse. Pour les puristes, ils pourront appeler ça aussi un triangle chartiste. En tout cas, dans tous les cas, il faut qu'on le forme, qu'on ait une pattern qui soit mature et que dans un second temps, on casse par le haut idéalement. Donc voilà, tout simplement, ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on a un allongement dans l'implémentation du cycle de hausse. Donc on va prendre beaucoup plus de temps, ce qui n'est pas plus mal puisque plus ça monte vite et moins c'est tenable hein, sur le moyen long terme. Donc le fait que le marché des cryptos là, stabilise ici là, depuis 3 semaines et que ça prenne plusieurs semaines, donc on va revenir sur le Bitcoin, où es-tu? Voilà. Voilà, le fait que ça stabilise et que ça prenne plusieurs semaines, c'est plutôt un excellent signe parce que quand ça monte trop vite, quand ça monte direct, très très haut, très très fort, eh bien c'est tout simplement un mouvement qui n'est pas tenable sur le moyen long terme. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle que sur les niveaux de résistance actuels, eh bien on ait une belle pattern qui soit en formation, que cette pattern prenne bien idéalement même tout le mois de mai avant qu'on ait une potentielle cassure à la hausse de cette pattern. Allez, analyse du sentiment de marché sur les actions, sur les indices boursiers. On commence par le marché européen avec le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc la semaine passée, hein, on s'est retrouvé dans une situation de... ça fait 3 semaines, 1, 2, 3 semaines qu'on est au-dessus eh bien, de la résistance majeure sur le CAC 40. Ça veut dire que si on regarde juste ça, on est en potentiel bull market. Or, quand on regarde ça, on remet ça en cause dans le contexte. C'est un contexte où il y a beaucoup de volatilité. Donc, voilà, ce signal peut très bien être invalidé très rapidement du fait qu'on a eu une forte vague baissière, une forte vague haussière et que simplement là on soit dans un excès de la vague haussière avant tout simplement de calmer un petit peu cette volatilité. Donc voilà, les screeners ne se remplissent pas d'opportunités à la hausse. Si on entrait dans un nouveau bull market, on aurait beaucoup plus d'opportunités ici hein, sur les screeners qui se rempliraient. Donc tout simplement là c'est pas un signal, un vrai signal de bull market à prendre en compte. On est simplement dans une vague haussière au sein d'un range, donc on reste tout simplement avec un money management de type défensif. Sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, là pareil, hein, on est toujours bien dans ce range en direction du haut, donc il y a quand même un potentiel d'appréciation. Voilà, il y a cette première résistance autour des 13 700 points, puis on a une deuxième résistance autour des 14 500, 14 600 points. Donc voilà, ça c'est pour les petites et moyennes capitalisations. On est dans une vague impulsive au sein d'un grand range bien volatile. Et enfin, sur le DAX,
la configuration est relativement identique aux petites et moyennes capitalisations puisqu'on est dans un range, on est en train de tracer vers le nord, vers le haut du range, donc on a quand même un potentiel d'appréciation qui reste significatif au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc même si il n'y a pas énormément d'opportunités, les opportunités vraiment là actuellement c'est les screeners américains qui nous les ressortent. Ça faisait quand même 3 ans que l'essentiel de nos swing trades en hebdo était majoritairement sur le marché européen. Et bien là on sent que voilà, la balle est en train d'être passée sur le marché américain et qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes à faire sur le marché américain. Marché américain sur lequel nous allons donc, vous voyez que le Nasdaq, on a eu une très belle semaine de hausse cette semaine, cette belle chandelle de pratiquement 2% de progression. On est pile poil sur la résistance, sur le niveau de résistance majeur au sein de ce range. Encore une fois, beaucoup de volatilité, on peut très bien aller chercher au-delà. Là, on n'est toujours pas dans un signal de bull market et même si on y était, compte tenu de la forte volatilité, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit dans un excès de vague de hausse au sein d'un range que dans un vrai signal de bull market. Donc tout simplement, conserver, même si on passe ce niveau-là et que vous trouvez de belles opportunités sur vos screeners, je vous recommande de conserver un money management qui reste défensif tout simplement. Et enfin, sur le SP500, c'est le même genre de situation. On est pile poil sur la résistance majeure. Les screeners sont régulièrement remplis d'opportunités. Alors, quand je dis opportunités, en fait, c'est qu'on a beaucoup de choix d'actions, mais dans ce qui est qualitatif, ce que moi j'aime appeler des Miss Monde au sein de l'école, voilà, Miss Monde et pseudo Miss Monde, il n'y a pas, voilà, c'est pas non plus la fête, hein, même d'ailleurs dans les bull market, comme on est très sélectif, on n'en a pas tous les jours, mais voilà, il y a des swing trades, il y a des hebdo, il y a des choses qui sont tradables, qui sont des pseudo Miss Monde et qui ressortent sur les screeners. Il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a, et ça c'est significatif hein, d'un état de range qui est bien vif. Donc si vous en trouvez, et il y en a, et bien tout simplement conservez votre money management de type range, même si on passe au-dessus du haut de ce range, hein, parce qu'il y a beaucoup plus, je le répète, beaucoup plus de probabilité que l'on soit simplement dans un excès de volatilité que dans un vrai bull market. Et enfin, un petit cas pratique pour progresser. Donc ça, c'est du cas de type requête de marché. On est sur une unité de temps en daily, en journalier. Donc une barre est égale à une journée de cotation. On a ici une action qui a été récemment, donc je crois que c'est une action italienne, EDAC, qui a été récemment introduite en bourse. Vous le voyez ici, 19 novembre 2018. On a eu cette large base. Quasiment aucun volume. À partir du moment où on s'est extrait de la large base, vous le voyez ici, on a eu des volumes qui ont été explosifs. Ça, ça nous indique tout simplement qu'on a des gérants de portefeuille qui accumulent cette action, qui s'y intéressent. L'accumulation s'est arrêtée pendant cette nouvelle base, ici cette petite consolidation en tas séance qui s'apparente même à une tight base, hein, tellement les fluctuations restent hautes et bien serrées. On n'a pas de vendeurs, hein, tout simplement, ce sont les fonds institutionnels qui ont arrêté d'acheter. Ils ont continué légèrement à accumuler, on les voit, hein. En fait, sur les petites et moyennes capitalisations, ce qui est bien, c'est qu'avec les volumes, on lit littéralement dans le comportement des gros institutionnels. Donc là, vous voyez qu'on a eu un petit peu d'accumulation ici, mais il n'y a pas eu de réelle vente, hein, sinon les cours se seraient littéralement dégonflés. Donc là, on reste à proximité des plus hauts pendant cette base. Et ensuite, là, hier et avant-hier, on a eu la séquence de breakout qui est très propre, hein. On a les volume, on a une clôture au-dessus d'un pivot qui a été vraiment très bien marqué. Donc là, potentiellement, on a le début d'un nouveau mouvement de type requête de marché, même, allez, leader de marché, mais ça risque de partir plus en requête. Pour ceux qui prennent les trades en post-breakout, là on est toujours sur des niveaux de prise de position qui sont intéressants. Seul petit bémol, c'est la liquidité de ce titre. Vous le voyez, on a eu deux séances ici là où il y a eu combien de volume, 450 titres échangés sur à peu près du 5 euros. Ça fait pas beaucoup de capitalisation boursière échangée. Donc si vous avez des comptes de bourse qui sont un peu capitalisés, c'est pas le genre d'action que vous allez privilégier, croyez-moi. Là par exemple, si on regarde la séance c'était quel jour, du 11 avril, 0 volume échangé, 0 action échangée. Donc je vous mets vraiment en garde face à ce genre de titre. C'est explosif.
Ça peut monter très haut, très fort, très vite. Mais si vous avez un petit compte, si vous avez un compte suffisamment capitalisé, restez en dehors, même si c'est un bon potentiel, restez en dehors des titres sur lesquels vous allez vous-même faire le marché quand vous allez entrer ou sortir de position avec des grosses positions. Allez, avant de nous quitter, je vous rappelle que je vous ai mis un lien en description de cette vidéo pour vous apprendre à mettre en place le portefeuille bon père de famille. Donc vous allez recevoir une série de 3 vidéos sur votre boîte email. La première vidéo, dans cette première vidéo, vous allez y découvrir les 4 idées reçues qui lapident littéralement votre épargne quand vous voulez investir en bon père de famille. Ce sont les erreurs que tous les investisseurs font quand ils pensent investir en bon père de famille, en pensant être à l'abri et être tranquille pour le long terme. La vidéo numéro 2, elle vous révèle une stratégie, la stratégie paresseux du bon père de famille, qui est l'une tout simplement des meilleures stratégies au monde pour gérer un portefeuille boursier en n'y allouant que quelques minutes une fois par an. Et dans la vidéo 3, je vous présenterai une petite poule aux odeurs, donc ça marche en automatique. C'est ce que j'appelle le magicien aux mains d'or, vous comprendrez pourquoi. C'est un upgrade du portefeuille paresseux. Donc je vous rappelle que cette série de vidéos et pour la mise en place de ce portefeuille que je vous révèle dans la vidéo numéro 2, ça réclame 0 connaissance en bourse. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par email, j'y répondrai. C'est 5 minutes une fois par an. Il y a 10% de rentabilité en moyenne depuis pratiquement 50 ans et plus. Et cette approche traverse les crises sans baisser, au-delà de moins 8%, notamment pour l'approche du magicien aux mains d'or. Donc, prenez le temps de vous inscrire, de regarder cette série de 3 vidéos. Vous allez forcément apprendre des choses, surtout si vous ne connaissez pas encore tout ça. C'est des choses que vous pouvez mettre en place pour le long terme, hein, pour vos enfants. Vous pouvez mettre ça en place pour votre entreprise, pour gérer la trésorerie de votre entreprise. Vous pouvez mettre ça dans dans une assurance vie, dans un trust, dans une fondation. Bref, les choix sont vraiment très très larges. Mais en tout cas, le plus important avec ce genre de choses, c'est qu'il faut les mettre en place le plus tôt possible dans sa vie pour en bénéficier de tous les intérêts composés et de l'effet boule de neige sur le moyen long terme et d'en faire bénéficier aussi sa famille, c'est-à-dire pour les prochaines générations. Donc le lien est en description, on se retrouve juste derrière.